Au moins 27 migrants sont morts ce mercredi en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. Un drame sans équivalent dans la Manche ces dernières années. En Suède, passage express au poste de Première ministre pour la social-démocrate Magdalena Andersson, contrainte à la démission moins de 8 heures après sa nomination. En Allemagne, les sociodémocrates se sont entendus avec les libéraux et les Verts pour former un gouvernement, une coalition inédite pour le pays. La chef de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaya, demande à l'Union européenne d'être plus ferme contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Jamais ces gardes-côtes n'avaient été témoins d'une telle tragédie. À quelques encablures de Calais, dans le nord de la France, au moins 27 personnes sont mortes en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. Parmi les victimes, 5 femmes et une petite fille. Le pire drame survenu dans la Manche depuis 2018 et la multiplication des traversées. Je veux ici dire que les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs. C'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. Plus de 1500 ont été interpellés, arrêtés depuis le 1er janvier. Et 4 passeurs aujourd'hui dont nous soupçonnons qu'ils peuvent être directement en lien avec ce passage de cette embarcation de fortune ont été arrêtés, dont 2 sont aujourd'hui en décision de déferment devant le tribunal. Londres et Paris avaient récemment convenu de renforcer leur coopération pour tarir les départs, après que le 11 novembre dernier, 1185 personnes avaient atteint les côtes britanniques, un record. Cela montre aussi que les opérations menées par nos alliés, soutenues comme vous le savez par 54 millions de livres sterling du Royaume-Uni pour aider à patrouiller sur les plages, et tout le soutien technique que nous avons apporté, n'ont pas été suffisantes. Notre offre est d'augmenter notre soutien, mais aussi de travailler ensemble avec nos partenaires. Au même moment, d'autres hommes et femmes ont eu plus de chance et sont parvenus à rejoindre le sud de l'Angleterre, un pays aujourd'hui qui se barricade. En juillet dernier, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, proposait ainsi de condamner les migrants illégaux à 4 ans de prison ferme. Un petit tour et puis s'en va. En Suède, Magdalena Andersson n'aura tenu que quelques heures à son poste de Première ministre. Élue dans la matinée par le Parlement, la social-démocrate a été contrainte de démissionner moins de 8 heures plus tard. Selon la pratique constitutionnelle, un gouvernement de coalition doit démissionner si un parti quitte le gouvernement. Selon moi, la même chose devrait s'appliquer à un Premier ministre nouvellement nommé, sans gouvernement qui le suit. Son élection avait été obtenue au prix de 2 semaines difficiles de tractations politiques. Élu sur le fil donc, pour un mandat ne tenant qu'à un fil. Dans l'après-midi, tout est allé très vite. C'est le budget de l'opposition qui a été préféré au sien par les députés. Un budget soutenu par l'extrême droite. Situation qui a conduit ses alliés écologistes à quitter la coalition. Magdalena Andersson, économiste de 54 ans et ancienne ministre, espère tout de même retenter sa chance et se faire réélire à la tête du gouvernement. Photo de famille pour la nouvelle majorité à la tête de l'Allemagne. Les sociodémocrates, les Verts et les libéraux sont parvenus à trouver un accord de coalition. À peine 2 mois après les élections législatives de septembre, c'est donc un attelage inédit qui va former un gouvernement, avec à sa tête le patron du SPD et futur chancelier Olaf Scholz, dont le parti n'avait plus dirigé l'Allemagne depuis 16 ans. Nous sommes unis par la croyance dans le progrès et dans le fait que la politique peut faire le bien. Nous sommes unis par la volonté de rendre le pays meilleur, de le faire avancer et de le rassembler. Nous voulons nous faire confiance lorsqu'il s'agit de protéger le climat, de restructurer notre industrie, de moderniser le pays et de renforcer la cohésion sociale. Nous voulons oser faire plus de progrès. L'environnement est au cœur de l'accord de coalition. Le futur gouvernement devrait s'engager sur une sortie du charbon dès 2030 contre 2038 auparavant. Le fait que le prix des certificats carbone ne descende pas en dessous de 60 € signifie que la sortie du charbon sera avancée. Et nous avons fait le calcul et voyons que nous sommes sur la voie d'un réchauffement à plus 1,5 degré avec cet accord de coalition. Un accord qui se veut très vert mais aussi favorable aux entreprises, comme le rappelle le patron du Parti libéral.
Nous nous sommes fixés pour objectif de réaliser cette grande transformation et de maintenir en même temps la prospérité, l'emploi et la liberté pour le peuple. Le nouveau gouvernement devrait prendre ses fonctions début décembre. La fin d'une ère, celle de la CDU et d'Angela Merkel, qui restera chancelière par intérim d'ici là. L'Union européenne doit être plus ferme contre les régimes autocratiques. C'est l'appel de la chef de l'opposition bélarusse. Svetlana Tikhanovskaya s'est exprimée mercredi devant le Parlement européen. Elle demande aux 27 de ne pas oublier les prisonniers politiques et les citoyens bélarusses. Cette intervention intervient quelques heures après une proposition européenne de renforcer les sanctions contre Minsk. Cette fois, il s'agit de cibler les entreprises impliquées dans le trafic de migrants. Il faut être consistant en termes de sanctions et de politique de soutien au peuple bélarusse. Il faut être plus brave, à l'image du peuple bélarusse. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions fortes, car il est temps de les prendre. De nombreuses entreprises à travers l'Europe continuent de collaborer avec le régime. Ne vous laissez pas guider dans vos choix par l'argent, laissez-vous guider par des valeurs. Dans une interview accordée à Euronews, Svetlana Tikhanovskaya demande à l'Union de ne pas faire confiance aux gestes de désescalade annoncés par Minsk, mais il faut dans l'immédiat apporter un soutien humanitaire. Alexandre Loukachenko et son régime n'ont pas besoin de ces personnes. Il veut les utiliser. Il n'imaginait pas que son chantage ne marcherait pas. Il est coincé. Il faut envoyer une mission humanitaire et je pense qu'actuellement le régime l'accepterait car il veut aussi régler ce problème, mais il n'a pas l'argent pour cela. Le président bélarusse estime possible que ses forces aient pu aider les migrants à traverser la frontière, mais il assure ne pas en avoir donné l'ordre. Pour les Européens, le défi reste le même. Il s'agit de trouver l'équilibre entre la protection des frontières extérieures de l'Union et éviter une crise humanitaire aux portes des États membres. Dans le centre de Skopje, le scepticisme quant à l'avenir européen de la Macédoine du Nord se lit jusque dans les graffitis qui parsèment les murs de la ville. Les négociations d'adhésion peinent à démarrer et plus grand monde ici ne croit aux promesses d'intégrer un jour l'Union des 27. Début 2019, la Macédoine du Nord a pourtant changé son nom constitutionnel, la fin d'un différend de 3 décennies avec son voisin du Sud, la Grèce, qui bloquait en principe la voie vers l'Europe. Mais depuis la France, dans un premier temps, puis la Bulgarie ont fait barrage, le gouvernement nationaliste de Sofia invoquant des désaccords historiques autour de la langue et de l'identité nationale du pays. Depuis 2005 et son statut officiel de candidat à l'adhésion, le chemin est semé d'embûches pour la Macédoine du Nord et de plus en plus d'habitants ne croient plus en l'Union européenne. Selon une étude récente du Conseil euro-atlantique, la crédibilité de l'UE est aujourd'hui au plus bas. Malheureusement, les sceptiques de l'UE et de l'OTAN se font de plus en plus entendre dans notre pays. Je dirais qu'ils ont été les seuls gagnants des 2 dernières élections. Nicolas Dimitrov est vice-président chargé de l'intégration européenne. Connu pour ses positions en faveur de l'adhésion, c'est lui qui a mené les négociations avec la Grèce concernant le nom du pays. Si l'UE ne tient pas ses promesses concernant un accord qui a été si largement et si bien accueilli, quelle est la leçon pour Belgrade et Pristina ? Quelle est la leçon pour les problèmes auxquels la Bosnie-Herzégovine a été confrontée, en particulier ces derniers jours et ces dernières semaines ? Si nous voulons résoudre les grands problèmes des Balkans, nous avons besoin que l'UE continue à être une force positive. Et dans notre cas, il est permis de douter, en raison de ce manque de résultats, que ce soit le cas. Le pays a accepté la dénomination de Macédoine du Nord pour dégager son chemin vers l'UE. Mais après plusieurs années de promesses non tenues, comme le dit ce graffiti, la Macédoine se voit seule.